Un meurtre sera commis le par Agatha Christie. Partie 4 du livre audio. Chapitre 11. Miss Marple vient prendre le thé. Si Laetitia Blacklock avait l'esprit ailleurs, quand Mrs. Harmon vint prendre le thé accompagnée d'une invitée qui résidait chez elle, à savoir Miss Marple, l'invitée en question ne risquait pas de s'en rendre compte, car il s'agissait de leur première rencontre. La vieille demoiselle était charmante, avec son bavardage inoffensif. Il s'avéra aussitôt qu'elle faisait partie de ces vieilles personnes qui sont hantées par la peur des cambrioleurs. « Ils peuvent pénétrer n'importe où, ma chère, » affirma-t-elle à son hôtesse. « Absolument n'importe où, de nos jours, avec toutes ces nouvelles méthodes américaines. Moi, je m'en tiens à un système très démodé. Chaîne et Judas. Ils peuvent toujours crocheter une serrure ou tirer un verrou, mais une chaîne de cuivre et un Judas les mettent en échec. Avez-vous déjà essayé ça ? Je crains que nous ne soyons pas experts en verrous et serrures, dit gaiement Miss Blacklock. Il n'y a pas grand-chose à voler ici. Installez donc une chaîne sur votre porte d'entrée, conseilla Miss Marple. Ainsi, la bonne peut se contenter d'entr'ouvrir pour voir qui est là, et ils ne peuvent pas entrer de force. Je suis sûre que Mitzi, notre réfugiée d'Europe centrale, adorerait cela. Ce hold-up a dû être vraiment très éprouvant, dit Miss Marple. Bunch me l'a raconté. J'étais morte de peur, renchérit Bunch. Ça a été une expérience extrêmement angoissante, admit Miss Blacklock. Il était vraiment providentiel que cet homme trébuche et se tue accidentellement. Ces cambrioleurs sont si violents de nos jours. Comment est-il entré ? Eh bien, je dois avouer que nous ne fermons pas nos portes à clé. Oh, Letty, s'exclama Miss Bunner. J'ai oublié de te dire que l'inspecteur s'était comporté très bizarrement ce matin. Il a insisté pour ouvrir la deuxième porte. Tu sais, celle qui est condamnée, là-bas, au bout. Il a cherché la clé partout, et il a dit que les gonds avaient été graissés. Mais je ne vois pas pourquoi, étant donné que... Elle aperçut trop tard le signe de son ami, lui intimant de se taire, et s'interrompit, bouche bée. « Oh, Lottie, je suis si... pardon, je veux dire... Pardonne-moi, Letty. Oh, comme je suis stupide. » Cela ne fait rien, dit Miss Blacklock, visiblement agacée. Mais je ne crois pas que l'inspecteur Craddock tienne à ce que l'on parle de tout cela. Je ne savais pas que tu étais présente pendant sa petite expérience, Dora. Vous me comprenez, n'est-ce pas, Mrs. Harmon ? Bien sûr, dit Bunch. Nous n'en soufflerons mot à personne, n'est-ce pas, tante Jane ? Mais je me demande pourquoi il a... Elle s'abîma dans ses pensées. Miss Bunner s'agita, l'air malheureux, et finit par exploser. Il faut toujours que je dise ce qu'il ne faut pas dire. Mon Dieu, je ne suis pour toi qu'un fardeau, Letty. Tu m'es d'un grand soutien, Dora, s'empressa Miss Blacklock. Et de toute façon, dans un petit village comme Chipping Cleghorn, personne n'a vraiment de secret. Ça, c'est on ne peut plus exact, approuva Miss Marple. Je suis épouvantée par la vitesse extravagante avec laquelle le moindre potin se propage. Les domestiques, bien sûr, mais pas seulement eux, car il n'y en a plus guère de nos jours. Il reste les femmes de ménage, qui sont sans doute encore pires, car elles passent de maison en maison et colportent les nouvelles. « Oh » fit soudain Bunch Harmon. « J'ai compris. Bien sûr, si la deuxième porte s'ouvre aussi, quelqu'un a pu sortir de cette pièce à la faveur de l'obscurité et commettre le hold-up. Seulement, ce n'est pas le cas, puisque le coupable est l'homme de l'hôtel Royal Spa. Ou alors, ce n'était pas lui ? Non, je ne vois vraiment pas... » Elle se renfrogna. « Tout s'est donc déroulé dans cette pièce ?» demanda Miss Marple, tout en se répandant en torrent d'excuses. « Je dois vous sembler bien inopportunément curieuse, Miss Blacklock, mais cette histoire est tellement passionnante. Exactement du genre de celle qu'on lit dans les journaux.
à ceci près que c'est en l'occurrence arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Je brûle que vous me racontiez tout cela pour que je puisse me figurer la scène, si vous voyez ce que je veux dire. » Miss Marple eut aussitôt droit au récit conjugué, confus et volubile, de Bunch et Miss Bunner, entrecoupé de quelques commentaires et rectificatifs de Miss Blacklock. Sur ces entrefaites, Patrick fit son entrée et se mit de bonne grâce au diapason, allant jusqu'à interpréter lui-même le rôle de Rudy Schertz. Et tante Letty se trouvait ici, dans le coin, près de l'arcade. « Allez-y, ma tante. » Miss Blacklock obéit, puis l'on montra à Miss Marple les impacts de balles. « C'est la Providence! C'est inimaginable à quel point vous l'avez échappé belle !» exhala cette dernière dans un râle admiratif. « J'allais offrir des cigarettes à mes invités, » expliqua Miss Blacklock en désignant le coffret d'argent posé sur la table. « Les gens sont si négligents quand ils fument, » gronda Miss Bunner d'un ton réprobateur. « On ne respecte plus les beaux meubles comme on le faisait autrefois. Regardez l'affreuse trace de cigarette que quelqu'un a laissée sur cette jolie marqueterie. C'est une honte. » Miss Blacklock soupira. « Je crains bien qu'on accorde parfois trop de prix à ces biens matériels. Mais c'est une si jolie table, Letty. » Miss Bunner portait aux biens de son amie la même vénération que s'ils avaient été les siens propres. Bunch Harmon avait toujours trouvé que c'était chez elle un trait de caractère particulièrement attachant. Cette femme ne manifestait jamais le moindre signe d'envie. « C'est une table superbe, » renchérit poliment Miss Marple, « et la lampe de porcelaine qui se trouve dessus est ravissante. » Une fois de plus, Miss Bunner accepta le compliment comme si l'objet lui avait appartenu. « N'est-ce pas qu'elle est belle ? C'est de la porcelaine de Dresde. Il y en a deux. L'autre se trouve dans la chambre d'amis, je crois. » « Tu sais où tout se trouve dans la maison, Dora, ou du moins tu crois le savoir, » la taquina Miss Blacklock. « Tu te soucies bien plus de mes affaires que je ne le fais moi-même. » Miss Bunner rougit. « J'aime beaucoup les belles choses, » répondit-elle, d'un ton à la fois rêveur et plein de défi. « Je dois avouer, » dit Miss Marple, « que je tiens moi-même beaucoup à quelques objets que je possède. Ils me rappellent tant de souvenirs, voyez-vous. C'est comme les photographies. De nos jours, les gens n'ont presque plus de photographies. Moi, j'aime garder tous les portraits de mes neveux et nièces quand ils étaient bébés, puis enfants. »« Tu en as une affreuse de moi à l'âge de 3 ans, » dit Bunch. « J'ai un fox terrier dans les bras et je louche. »« Je suppose que votre tante a beaucoup de photos de vous, » reprit Miss Marple en se tournant vers Patrick. « Oh, nous ne sommes que cousins éloignés, » répondit le jeune homme. « Je crois qu'Elinor m'en a envoyé une de toi quand tu étais bébé, Pat, » dit Miss Blacklock. « Mais je crains de ne pas l'avoir gardée. En fait, jusqu'au jour où elle m'a écrit pour me dire que vous étiez ici tous les deux, j'avais oublié combien d'enfants elle avait et comment ils s'appelaient. »« Encore un signe des temps, » s'émut Miss Marple. « De nos jours, on ne connaît pratiquement plus ses parents les plus jeunes. Autrefois, avec toutes ces réunions de famille, c'eût été impossible. » La dernière fois que j'ai vu la mère de Pat et Julia, c'était à un mariage. Il y a 30 ans, dit Miss Blacklock. Elle était ravissante. « Et c'est pourquoi elle a de si beaux enfants, » commenta Patrick avec un large sourire. « Votre vieil album de photos est merveilleux, » déclara Julia. « Vous vous souvenez, tante Letty, nous l'avons regardé l'autre jour. Ces chapeaux !»« Et dire que nous nous trouvions si élégantes, » soupira Miss Blacklock. « Ne vous en faites pas, tante Letty, » dit Patrick. « Dans 30 ans, Julia tombera sur une photo d'elle et elle trouvera qu'elle avait une drôle de dégaine. »« Est-ce que vous l'avez fait exprès, tante Jane ?» demanda Bunch à Miss Marple sur le chemin du retour. « De parler des photos, je veux dire. »« Eh bien, ma chérie, il est très intéressant de savoir que Miss Blacklock ignorait à quoi ressemblaient ses 2 jeunes neveux. Oui, je pense que cela va énormément intéresser l'inspecteur Craddock. » Chapitre 12. Activité matinale à Chipping Cleghorn.
Edmund Swettenham s'assit en équilibre plutôt instable sur un rouleau de jardin. « Bonjour, Philippa, dit-il. »« Bonjour. »« Vous êtes très occupée ?»« Pas trop. »« Qu'est-ce que vous faites ?»« Ça ne se voit pas. »« Non, je ne suis pas jardinier. Apparemment, vous êtes en train de tripoter de la terre. »« Je suis en train de repiquer les laitues d'hiver. »« Repiquer ? Quel mot bizarre. C'est comme piqueur, je viens seulement d'en découvrir le sens exact. J'avais toujours cru que c'était un terme de couture. »« Vous vouliez quelque chose en particulier ?» demanda froidement Philippa. « Oui, je voulais vous voir. » Philippa lui adressa un regard furtif. « Je préférerais que vous ne veniez pas tout le temps ici. Mrs. Leca ne va pas du tout apprécier. Elle vous interdit d'avoir des soupirants ? Ne soyez pas stupide. Soupirant, encore un joli mot. Il correspond parfaitement à mon attitude. Respectueux, acceptant de se tenir à distance, mais plein de persévérance. Allez-vous-en, je vous en prie, Edmund. Vous n'avez rien à faire ici. Vous vous trompez, répliqua Edmund, triomphant. J'ai quelque chose à faire ici. Mrs. Leca a appelé Madame Mère ce matin pour lui dire qu'elle avait beaucoup de courgettes. Des tonnes, en effet. Et qu'elle voudrait échanger 1 ou 2 courgettes contre un pot de miel. Vous n'y gagnez pas au change. Les courgettes sont invendables en ce moment. Tout le monde en a trop. Naturellement. C'est pour ça que Mrs. Leca a téléphoné. La dernière fois, si je me souviens bien, elle avait proposé d'échanger du lait écrémé. Je dis bien écrémé, contre des laitues. Ce n'était pas encore tout à fait la saison des laitues, et elle coûtait environ 1 shilling pièce. Philippa ne répondit pas. Edmund sortit de sa poche un pot de miel. « Voici donc mon alibi, si vous m'autorisez cet emploi très libre et inadéquat du terme. Si Mrs. Leca montre le bout de son nez par la porte de la remise, je suis venu chercher des courgettes. Il n'est absolument pas question de badinage entre nous. »« Je vois. »« Vous arrive-t-il de lire Tennyson ?» demanda Edmund sur le ton de la conversation. « Pas très souvent. »« Vous devriez. Tennyson ne va pas tarder à revenir à la mode. Quand vous allumerez la radio, le soir, ce seront les idylles du roi que vous entendrez au lieu du sempiternel et interminable Trollope. J'ai toujours considéré cet engouement pour Trollope comme du pur snobisme. Un peu de Trollope, ça va, mais il ne faut pas en abuser. Mais pour en revenir à Tennyson, avez-vous lu Maud ? Une fois, il y a longtemps. C'est bourré de notations très justes. Incorrectement irréprochable, glacialement ordinaire, splendidement insignifiante, cita-t-il d'une voix douce. C'est tout vous, Philippa. On ne peut pas dire que ce soit très flatteur. Ce n'est pas censé l'être. Ce pauvre type est devenu fou de Maud, comme je suis fou de vous. Ne soyez pas stupide, Edmund. Bon Dieu, Philippa, pourquoi êtes-vous tel que vous êtes ? Que se passe-t-il dans cette tête aux traits si splendidement réguliers ? À quoi pensez-vous ? Quels sentiments éprouvez-vous ? Êtes-vous heureuse ? Malheureuse ? Effrayée ou quoi ? Il doit bien y avoir quelque chose. Ce que je pense ne regarde que moi, énonça calmement Philippa. Cela me regarde aussi. Je veux vous faire parler. Je veux savoir ce qui se passe dans votre petite tête silencieuse. J'ai le droit de savoir, vraiment. Je n'avais pas la moindre intention de tomber amoureux de vous. Je voulais écrire mon livre bien tranquillement dans mon coin. Un si bon livre, tout entier consacré aux misères de ce monde. C'est incroyablement facile de parler brillamment du malheur d'autrui. Ce n'est qu'une question d'habitude, en fait. Oui, j'en ai soudain eu la certitude en lisant une biographie de Burne-Jones. Philippa avait cessé de repiquer ses laitues. Intriguée, elle fixait le jeune homme en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que Burne-Jones a à voir là-dedans ?»« Tout. C'est quand on a tout lu sur les préraphaélites que l'on comprend ce qu'est la mode. Ils étaient tous follement chaleureux. Ils parlaient argot, ils riaient, ils plaisantaient, la vie était belle et tout était merveilleux. Et en fait, ce n'était qu'une mode. Ils n'étaient pas plus heureux ou chaleureux que nous. Et nous ne sommes pas plus malheureux qu'eux. Tout est dans la mode, je vous dis. Après la dernière guerre, il y a eu un engouement pour le sexe. Maintenant, tout n'est que frustration.
Mais c'est sans importance. Pourquoi discutons-nous de tout cela? J'avais commencé à parler de nous. Mais j'ai eu peur et j'ai détourné la conversation. Tout ça parce que vous ne m'aidez pas. Que voulez-vous que je fasse? Parlez. Racontez-moi des choses. C'est à cause de votre mari? Vous l'adoriez et depuis qu'il est mort, vous êtes rentré dans votre coquille, c'est ça? D'accord, vous l'adoriez et il est mort. Eh bien, d'autres femmes ont perdu leur mari. Des tas d'autres. Et dans le lot, certaines d'entre elles l'adoraient. Vous les rencontrez dans un bar, elles vous racontent leur vie. Elles pleurnichent un peu, quand elles sont assez saoules, et ensuite elles veulent coucher avec vous pour se consoler. C'est une façon comme une autre de s'en remettre, je suppose. Il faut vous en remettre, Philippa. Vous êtes jeune et extrêmement séduisante. Et je vous aime comme un fou. Parlez-moi de votre satané mari. Dites-moi comment il était. Il n'y a rien à en dire. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés. Vous deviez être très jeune. Trop jeune. Vous n'étiez donc pas heureuse avec lui? Allez-y, continuez, Philippa. Il n'y a rien à ajouter. Nous nous sommes mariés. Nous étions aussi heureux que la plupart des autres couples, j'imagine. Harry est né. Ronald a rejoint le corps expéditionnaire. Il a été tué en Italie. Et maintenant, il y a Harry. Et maintenant, il y a Harry. Je l'aime bien, Harry. C'est un gentil gamin. Lui aussi m'aime bien. On s'entend bien. Qu'en pensez-vous, Philippa? Et si on se mariait? Vous pourrez continuer à jardiner et moi à écrire mon livre, et pendant les vacances, nous arrêterons tout pour prendre du bon temps. Avec un peu de tact, nous pouvons nous débrouiller pour ne pas être obligés de vivre avec ma mère. Elle pourra se saigner un peu pour aider son fils dévoué. Je suis un parasite, j'écris des livres ineptes, je suis myope, et je parle trop. Ça, c'est le pire. Vous ne voulez pas essayer? Philippa le dévisagea. Elle vit un grand garçon plutôt solennel, au visage anxieux, portant des lunettes trop larges. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, et il l'enveloppait d'un regard plein d'une affection rassurante. « Non, dit Philippa. »« C'est un nom définitif ?»« Définitif. »« Pourquoi ?»« Vous ne savez rien de moi. »« C'est tout ?»« Vous ne connaissez rien à rien. »« C'est peut-être vrai, » dit le jeune homme après réflexion. « Mais qui peut prétendre y connaître quoi que ce soit ? Philippa, mon adorée. » Il s'interrompit net. Des aboiements stridents et prolongés se rapprochaient rapidement. « Des Pékinois dans le jardin du manoir » chantait Edmund. Tandis que tombait le soir, sauf qu'il est 11 heures du matin. « File, file, file » se lamentait-il dans le noir. « Votre nom ne sonne pas bien avec le reste. On dirait une ode à un stylo. Vous n'auriez pas un deuxième prénom ? » « Joanne. Allez-vous-en, je vous en prie. C'est Mrs. Lucas. »« Joanne, 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 Joanne. » C'est mieux, mais ça ne colle toujours pas. Quand Joanne, engluée de graisse, récure ses casseroles. Ce n'est pas une image très reluisante de la vie conjugale. « Mrs. Lucas, elle arrive. »« Oh, zut et flûte, » maugréa Edmund. « Donnez-moi une de ces fichues courgettes. » Le sergent Fletcher avait Little Paddocks pour lui tout seul. C'était le jour de congé de Mitzi. Elle prenait toujours le quart de 11 heures pour Maidenham Wells. Il avait été convenu avec Miss Blacklock que ce serait le sergent Fletcher qui garderait la maison, car elle descendait au village avec Miss Bunner. Fletcher se mit rapidement au travail. Un habitant de la maison avait graissé ses gonds et débloqué cette porte afin de pouvoir quitter discrètement le salon dès que les lumières s'éteindraient. Cela excluait Mitzi, qui n'aurait pas eu besoin d'emprunter ce passage. Qui restait-il ? Fletcher se dit qu'on pouvait également éliminer les voisins, ne voyant pas comment ils auraient trouvé l'occasion de venir graisser ses gonds. Restaient donc Patrick et Julia Simons, Philippa Ames, et peut-être Dora Bunner. Les jeunes Simons se trouvaient à Milchester, Philippa Ames à son travail. Le sergent avait donc le champ libre pour inspecter la maison et découvrir d'éventuels secrets.
Mais la maison resta désespérément muette. Fletcher, qui s'y entendait en électricité, ne trouva rien dans l'installation électrique qui puisse lui apprendre comment les plombs avaient sauté. Un rapide examen des chambres à coucher se révéla vain. Dans celle de Philippa Ames, il vit des photos d'un petit garçon au regard grave, un autre cliché plus ancien de l'enfant, une pile de lettres d'écoliers, un ou deux programmes de théâtre. Un des tiroirs de Julia était plein de clichés pris dans le midi de la France. Des photos de baignade, une villa entourée de mimosas. Celle de Patrick contenait quelques souvenirs de la marine. Dora Bunner n'avait que peu d'objets personnels, tous très banals. Pourtant, songea Fletcher, l'une de ces personnes avait bien dû graisser les gonds de cette porte. Il fut interrompu dans ses réflexions par un bruit provenant du rez-de-chaussée. Il se précipita sur le palier et regarda du haut des marches. Mrs. Swettenham traversait le vestibule, un panier au bras. Elle jeta un coup d'œil dans le salon, retraversa le vestibule et pénétra dans la salle à manger. Elle en ressortit sans son panier. Une latte de parquet craqua sous le pied de Fletcher. Miss Swettenham leva la tête. « C'est vous, Miss Blacklock » cria-t-elle. « Non, Mrs. Swettenham, c'est moi, » répondit le policier. « Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était encore un cambrioleur. » Fletcher descendit l'escalier. « Cette maison n'a pas l'air bien protégée contre les cambrioleurs, » remarqua-t-il. « N'importe qui peut donc entrer comme bon lui semble. »« Je suis juste venu apporter des coins, » expliqua Mrs. Swettenham. « Miss Blacklock voulait faire de la gelée de coin, et il n'y a pas de cognaciers dans son jardin. Je les ai posés dans la salle à manger. » Elle sourit. « Oh, je vois que vous vous demandez comment je suis entrée. Eh bien, je suis passée par la porte latérale. Ces allées et venues entre voisins sont fréquentes, sergent. Personne ne songerait à fermer une porte à clé avant la tombée de la nuit. Cela ne serait pas commode d'apporter quelque chose sans pouvoir entrer et le déposer. Ce n'est plus comme dans le temps où il suffisait de sonner pour qu'un domestique vienne ouvrir. » Mrs. Swettenham poussa un soupir. « En Inde, je me souviens, nous avions 18 domestiques. 18, sans compter Laïa. Cela paraissait tout naturel. Et à la maison, quand j'étais enfant, il y en avait toujours 3, bien que mère ait toujours pensé que c'était une vraie misère que de ne pas pouvoir s'offrir une aide cuisinière. Je dois dire que je trouve la vie très bizarre, de nos jours, sergent. Bien sûr, il ne faut pas se plaindre. Quand on pense aux mineurs qui attrapent la psittacose, non, ça c'est la maladie des perroquets, et qui sont obligés de quitter la mine pour devenir jardiniers, alors qu'ils ne savent pas distinguer une mauvaise herbe d'un épinard. Mais je ne voudrais pas vous retenir, ajouta-t-elle en se dirigeant vers la porte. J'imagine que vous êtes très occupé. J'espère qu'il ne se passera plus rien. Pourquoi voudriez-vous qu'il se passe quelque chose, Mrs. Swettenham ? En vous voyant ici, je me demandais. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une bande de malfaiteurs. Vous direz à Miss Blacklock que je lui ai apporté des coins, n'est-ce pas ? Mrs. Swettenham prit congé. Fletcher resta un moment sous le choc. Il avait supposé, à tort, comme il venait de s'en rendre compte, que seul un membre de la maisonnée avait pu graisser les gonds. Il voyait à présent son erreur. Un intrus n'avait qu'à attendre que Mitzi aille prendre le quart en l'absence de Laetitia Blacklock et Dora Bunner. Rien de plus facile. Ce qui signifiait qu'il ne pouvait rayer de sa liste aucune des personnes présentes ce soir-là dans le salon. « Murgatroyd !»« Oui, Inch ?»« J'ai réfléchi à quelque chose. »« Ah bon ?»« Oui, mon intellect supérieur s'est mis en action. Tu sais, Murgatroyd, il y a décidément du louche dans l'histoire de l'autre soir. »« Du louche. Oui, relève tes cheveux et prends cette truelle. Tu vas faire comme si c'était un revolver. »« Oh, dit Murgatroyd, nerveuse. Allons, elle ne va pas te mordre. Maintenant, viens près de la porte de la cuisine. Tu joueras le cambrioleur. Mets-toi là. Maintenant, tu entres dans la cuisine pour braquer une bande d'abrutis. Prends la torche et allume-la. Mais on est en plein jour. Un peu d'imagination, Murgatroyd. Allume-la. » Son ami obéit en plaçant maladroitement la truelle sous son autre bras. « Bon, dit Miss Inchleaf. Vas-y. Souviens-toi du temps où tu jouais le rôle d'Hermia dans Le songe d'une nuit d'été au Women's Institute. Joue le jeu. Donne-toi à fond. Les mains en l'air. Voilà ton texte, et ne gâche pas tout en disant « s'il vous plaît ».
Miss Murgatroyd leva docilement la torche, brandit la truelle et se dirigea vers la porte de la cuisine. Faisant passer la torche dans sa main droite, elle tourna rapidement la poignée et avança, reprenant la torche de la main gauche. « Les mains en l'air !» pépia-t-elle. Et elle ajouta, contrariée. « Mon Dieu, c'est très difficile, Hinch. »« Pourquoi ?»« À cause de la porte. C'est une porte à battant. Elle n'arrête pas de se refermer et j'ai les deux mains prises. »« Exactement !» tonna Miss Hinchcliffe. « Et la porte du salon de Little Paddocks est pareille. Ce n'est pas une porte à battant comme celle-ci, mais elle n'arrête pas de se refermer toute seule. C'est d'ailleurs pour ça que Lady Blacklock a acheté ce magnifique butoir de verre chez Elliot, dans la Grand-Rue. Je dois reconnaître que je ne lui ai jamais pardonné de m'avoir devancé. J'avais réussi à pousser ce vieux grigou à baisser son prix. Il était déjà descendu de 8 guinées à 6 livres 10. Et voilà que Blacklock arrive et achète ce satané butoir. Je n'en ai jamais vu d'aussi splendide. Ce n'est pas souvent qu'on trouve des bulles de verre de si grand format. Peut-être que le cambrioleur s'en est servi pour bloquer la porte, suggéra Miss Murgatroyd. Réfléchis un peu, Murgatroyd. Comment aurait-il fait? Il ouvre brutalement la porte, dit « Un instant, je vous prie », se penche pour placer le butoir, puis conclut en disant « Les mains en l'air ». Essaye de retenir la porte avec ton épaule. Ce n'est toujours pas pratique, gémit Miss Murgatroyd. Justement, dit son ami, un revolver, une torche et une porte à maintenir ouverte. Ce n'est pas un peu trop, non? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Miss Murgatroyd ne tenta pas d'apporter la moindre réponse. Elle se contenta de regarder son impérieuse amie avec admiration, attendant qu'elle éclaire sa lanterne. « Nous savons qu'il avait un revolver, parce qu'il a tiré, » dit Miss Hinchcliffe. « Et nous savons qu'il avait une torche, parce que nous l'avons tous vu. À moins que nous n'ayons tous été victimes d'une hypnose collective, comme dans le coup de la corde indienne. Quel raseur cet Easterbrook avec ses histoires indiennes. La question est donc la suivante. Quelqu'un lui a-t-il tenu la porte? Mais qui aurait pu faire ça? Eh bien, toi, par exemple. Si je me souviens bien, tu étais juste derrière cette porte quand les lumières se sont éteintes. Miss Hinchcliffe rit de bon cœur. Tu as vraiment tout du personnage éminemment suspect, pas vrai, Murgatroyd? Note qu'à te voir, on ne le dirait pas. Allez, donne-moi cette truelle. Encore heureux que ce ne soit pas un vrai revolver. Tu te serais débrouillé pour te tirer dessus. C'est extraordinaire, murmura le colonel Easterbrook. Tout à fait extraordinaire, Laura. Quoi donc, mon chéri? Viens donc voir dans ma garde-robe une minute. Que se passe-t-il, chéri? Mrs. Easterbrook apparut dans l'encadrement de la porte. Tu te souviens quand je t'ai montré mon vieux revolver? Oh oui, Archie, cet affreux machin noir. Oui, un souvenir d'ébauche. Il était bien dans ce tiroir, non? Oui. Eh bien, il n'y est plus. Archie, c'est extraordinaire. Tu ne l'aurais pas changé de place, par hasard? Oh non, je n'oserais jamais toucher à cette horreur. Tu crois que c'est la mère Machin qui l'a déplacé? Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Mrs. Butt ne ferait jamais une chose pareille. Veux-tu que je lui demande? Non, il vaut mieux pas. Je ne voudrais pas qu'elle se mette à bavarder. Dis-moi, te souviens-tu à quel moment je t'ai montré ce revolver? Oh, c'était il y a une semaine, environ. Tu t'empêtais à propos de tes cols et de la blanchisserie, et tu as ouvert le tiroir en grand. Il se trouvait tout au fond, et je t'ai demandé ce que c'était. Oui, c'est juste. Il y a environ une semaine. Tu ne te souviens pas de la date? Mrs. Easterbrook réfléchit, les paupières closes, le cerveau en ébullition. Bien sûr, dit-elle. C'était samedi, le jour où nous devions aller au cinéma, mais nous n'y sommes pas allés, en fin de compte. Tu es sûr que ce n'était pas avant? Mercredi, jeudi, ou même un jour de la semaine précédente? Non, chérie, répondit Mrs. Easterbrook. Je me rappelle parfaitement, c'était le samedi 30. Cela paraît loin à cause de toutes les histoires qu'il y a eu depuis, et je peux même te dire pourquoi je m'en souviens. Parce que c'était le lendemain du hold-up chez Miss Blacklock. Et quand j'ai vu ton revolver, cela m'a rappelé les coups de feu de la veille. Ah, dit le colonel Easterbrook. Alors ça me soulage d'un grand poids. Mais pourquoi, Archie? Parce que si ce revolver avait disparu avant les coups de feu,
Eh bien, ça aurait pu vouloir dire que cet Helvète me l'avait chapardé. Mais comment aurait-il su que tu en avais un? Ces bandes ont des réseaux d'information très efficaces. Ils finissent par tout savoir sur un endroit et ses habitants. Tu sais tant de choses, Archie. Eh oui, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie. Enfin, comme tu es certaine d'avoir vu mon revolver après le hold-up, l'affaire est réglée. Le revolver dont s'est servi le Suisse ne pouvait pas être le mien, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quel soulagement. Il aurait fallu que j'aille trouver la police, et il pose toujours des tas de questions embarrassantes. Bien obligé. Pour tout dire, je n'ai jamais eu de permis pour cette arme. Après une guerre, on a tendance à oublier toutes ces lois qui ne valent qu'en temps de paix. Je le considérais comme un souvenir de guerre, pas comme une arme. Bien sûr, je comprends. Il n'empêche que j'aimerais bien savoir où est passé ce satané revolver. Peut-être que c'est Mrs. Butt qui l'a pris. Elle m'a toujours paru honnête, mais peut-être qu'après le hold-up, elle a eu peur et qu'elle s'est dit qu'il valait mieux avoir une arme à la maison. Bien sûr, elle n'avouera jamais une chose pareille. Je ne lui poserai même pas la question. Elle pourrait se froisser. Et que ferions-nous, alors? La maison est si grande, je ne pourrais jamais... C'est vrai, dit le colonel Easterbrook. Il vaut mieux ne rien dire. Chapitre 13. Activité matinale à Chipping Cleghorn. Suite. Miss Marple franchit la grille du presbytère et emprunta le sentier qui débouchait dans la rue principale. S'appuyant sur la solide canne en frêne du révérend Julian Harmon, elle marchait d'un bon pas. Elle passa devant le pub de la Vache Rouge et la boucherie, puis s'arrêta quelques instants devant la boutique de M. Elliot, l'antiquaire, pour contempler la vitrine. Le magasin était commodément situé à côté du salon de thé L'Oiseau Bleu, permettant ainsi à l'automobiliste fortuné, après s'être désaltéré d'une bonne tasse de thé et restauré d'une pâtisserie maison, 12 euphémismes pour un gâteau de couleur safran, de se laisser tenter par la vitrine avantageuse de M. Elliot. Dans l'antique vitrine en rotonde de M. Elliot, il y en avait pour tous les goûts. 2 verres de Waterford reposaient sur un impeccable rafraîchisseur à vin. Un bureau de noyer, de briques et de broc, se proclamait affaire à saisir, et une table, dans la vitrine même, servait de présentoir à un assortiment de heurtoirs bon marché et de lutins pittoresques, quelques porcelaines de Dresde ébréchées, 1 ou 2 larges colliers de fausses perles, une chope portant l'inscription « Souvenir de Tunbridge Wells » et quelques couverts en argent dépareillés de l'époque victorienne. Miss Marple était plongée dans la contemplation de la vitrine, et M. Elliot, vieille araignée obèse, quitta sa toile pour évaluer les possibilités offertes par cette nouvelle mouche. Mais au moment où il se disait que les charmes du souvenir de Tunbridge Wells étaient sur le point de faire succomber la dame qui séjournait au presbytère, car, bien entendu, M. Elliot, comme tout le monde, savait exactement qui elle était, Miss Marple aperçut du coin de l'œil Dora Bunner, qui entrait à l'Oiseau Bleu, et décida aussitôt qu'une tasse de café était exactement l'antidote qu'il lui fallait contre le vent froid de cette matinée d'automne. 4 ou 5 dames étaient déjà en train de se reposer de leurs achats du matin en prenant un rafraîchissement. Miss Marple, clignant des yeux dans la pénombre de l'Oiseau Bleu et se livrant au rite de la valse hésitation, fut accueillie par la voix d'une Dora Bunner toute proche. « Oh, bonjour, Miss Marple. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis toute seule. »« Merci. » Miss Marple s'installa avec reconnaissance dans un petit fauteuil anguleux et peint en bleu, siège fétiche du salon de thé. « Ce vent est glacial, se plaignit-elle, et je ne peux pas marcher très vite à cause de ma jambe. Je souffre de rhumatisme. »« Oh, je sais ce que c'est. Une année, j'ai eu une sciatique, et la plupart du temps, la douleur était intolérable. » Les 2 dames dissertèrent à cœur joie rhumatisme, sciatique et névrite pendant un moment. Une fille à la mine renfrognée, vêtue d'un tablier rose agrémenté d'une envolée d'oiseaux bleus sur le devant, prit leur commande en bâillant, avec un air las qui se voulait patient. Elles se décidèrent pour du café et des gâteaux. « Leurs gâteaux sont vraiment très bons, » chuchota Miss Bunner d'un ton de conspirateur. « J'ai été très intriguée par cette très jolie fille que j'ai croisée en sortant de chez Miss Blacklock l'autre jour, » déclara Miss Marple. « Elle a dit qu'elle jardinait, je crois. À moins qu'elle ne soit cultivatrice. Comment s'appelle-t-elle déjà ?
Heinz, c'est bien ça? Vous voulez dire de Philippa Ames, notre pensionnaire comme nous l'appelons? Miss Bunner rit de sa propre plaisanterie. C'est une fille si douce et si calme, une dame, si vous voyez ce que je veux dire. Je me demandais, j'ai connu un colonel Ames de l'armée des Indes. Si ça se trouve, ce pourrait être son père. C'est une Mrs. Ames. Elle est veuve. Son mari s'est fait tuer, en Sicile ou en Italie. Bien entendu, il pourrait s'agir de son beau-père. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas idylle dans l'air, suggéra Miss Marple, l'œil espiègle. Avec ce grand jeune homme. Avec Patrick, vous voulez dire? Oh, je ne pense pas. Non, je voulais parler d'un jeune homme à lunettes. Je l'ai vu rôder par là. Ah, bien sûr, Edmond Swettenham. Chut, c'est sa mère, Mrs. Swettenham, que vous voyez dans le coin, là-bas. À dire vrai, je ne sais pas. Vous pensez qu'elle lui plaît? C'est un jeune homme si bizarre. Il dit parfois des choses très embarrassantes. Il paraît qu'il est intelligent. Comprenez-vous? Expliqua Miss Bunner d'un ton franchement réprobateur. L'intelligence n'est pas tout, répondit Miss Marple en secouant la tête. Ah, voilà notre café. La créature renfrognée les servit brutalement. Les deux vieilles demoiselles s'offrirent mutuellement des gâteaux. Je crois comprendre que vous êtes allée à l'école avec Miss Blacklock. Comme c'est intéressant, voilà une amitié de longue date. En effet, soupira Miss Bunner, très peu de gens seraient capables d'autant de loyauté envers leurs vieux amis que cette chère Miss Blacklock. Mon Dieu, ce bon vieux temps me semble si loin. C'était une si jolie jeune fille qui aimait tant la vie. J'en ai été si triste. Miss Marple, qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'on pouvait voir là de si triste, poussa un soupir et secoua la tête. « La vie est dure, c'est vrai, murmura-t-elle. Une bien triste affliction, courageusement supportée, énonça Miss Bunner, l'œil embué. Je pense toujours à ce vers. Quelle patience, quelle résignation sincère. Une telle patience et un tel courage se doivent d'être récompensés, voilà ce que je crois. Pour moi, rien n'est trop beau pour cette chère Miss Blacklock, et quelles que soient les joies qu'elle puisse connaître, elle les mérite amplement. L'argent peut considérablement aider à supporter les difficultés de la vie, dit Miss Marple. C'est avec une parfaite tranquillité d'esprit qu'elle avait émis cette observation, persuadée que la vieille demoiselle faisait allusion aux perspectives de fortune de Miss Blacklock. Sa remarque, cependant, lança Miss Bunner sur un autre cheminement de pensée. « L'argent !» s'exclama-t-elle, amère. « Vous savez, je crois que, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on ne se doute pas de ce qu'avoir de l'argent, ou plutôt, ne pas en avoir, peut vraiment signifier. » Miss Marple approuva d'un signe de tête plein de sympathie. Son débit s'accélérant et le visage rouge d'animation, Miss Bunner n'en continua pas moins sur sa lancée. « J'ai souvent entendu des gens décréter. Je préférerais toujours des fleurs sur la table à un repas sans fleurs. Mais combien de repas ces gens ont-ils jamais sauté? Ils ne savent pas, personne ne le sait avant de l'avoir vécu, ce que c'est que d'avoir vraiment faim. N'avoir que du pain, une boîte de pâté et une lichette de margarine, jour après jour, tout en rêvant d'un bon plat de viande et de légumes. Et la déchéance. Repriser ses vêtements en espérant que cela ne se verra pas. Se présenter pour des emplois qu'on n'obtient jamais, parce qu'on est trop vieux. Et quand vous finissez par trouver un emploi, vous êtes devenu trop faible pour l'exercer. Vous avez des estourdissements, et vous voilà revenu au point de départ. Il y a le loyer, toujours le loyer, qu'il faut absolument payer. Sinon, on se retrouve à la rue. Et de nos jours, il ne vous reste pas grand-chose pour vivre. On ne va pas très loin avec la retraite des vieux. Pas loin du tout. « Je sais, » répondit Miss Marple avec douceur. Elle regarda avec compassion le visage secoué de tics de Miss Bunner. « J'ai écrit à Letty, » reprit cette dernière. « J'avais lu son nom par hasard dans le journal. C'était pour un déjeuner de charité au bénéfice de l'hôpital de Milchester. Il y avait son nom, imprimé noir sur blanc. Miss Laetitia Blacklock. Les souvenirs ont ressurgi.
Il y avait des années que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Elle avait été la secrétaire de cet homme très riche, vous savez, Gudler. Elle avait toujours été très intelligente. C'était le genre de femme qui réussit dans la vie. Pas tant par son physique que par sa personnalité. Alors je me suis dit que, peut-être, elle se souviendrait de moi, et elle faisait partie de ceux à qui je pouvais demander de l'aide. Je veux dire, quelqu'un qu'on a connu enfant, avec qui on est allé à l'école, quelqu'un qui vous connaît, qui sait que vous êtes autre chose qu'un mendiant qui demande la charité. Les yeux de Dora Bunner s'emplirent de larmes. Ensuite, Lottie est venue me chercher, disant qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Bien sûr, j'ai été très surprise, vraiment très surprise. Mais enfin, il arrive que les journaux se trompent. Elle a été si gentille, si compatissante. Je ferais n'importe quoi pour elle, vraiment, n'importe quoi. Je fais de gros efforts, mais il m'arrive parfois de tout mélanger. Ma pauvre tête n'est plus ce qu'elle était. Je fais des erreurs. J'oublie tout et je dis des bêtises. Elle est très patiente. Ce qui est vraiment gentil de sa part, c'est qu'elle fait toujours comme si je lui étais bel et bien très utile. Voilà de la vraie bonté, n'est-ce pas? Oui, c'est cela la vraie bonté, approuva Miss Marple. Vous savez, j'étais très inquiète, même après mon arrivée à Little Paddocks. Qu'allais-je devenir si quelque chose arrivait à Miss Blacklock? Après tout, il y a tant d'accidents, avec ces voitures qui roulent à toute vitesse. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Naturellement, je n'en ai jamais soufflé mot. Mais elle a dû deviner. Un beau jour, elle m'a annoncé qu'elle me laissait une petite rente dans son testament. Et, ce qui m'est bien plus précieux, tous ces beaux meubles. J'étais sidérée. Mais elle m'a dit que personne n'en prendrait soin mieux que moi. Et elle a raison. Je ne supporte pas que l'on casse une jolie tasse en porcelaine ou que l'on pose des verres mouillés sur une table. Cela laisse des traces. Je prends grand soin de ces affaires. Certaines personnes, je dirais même certaines en particulier, sont extrêmement négligentes. Et c'est parfois plus que de la négligence. En fait, je ne suis pas aussi stupide que j'en ai l'air. Je vois bien quand on abuse de Letty. Certains, et je ne citerai pas de nom, profitent d'elle. Cette chère Miss Blacklock est peut-être un tout petit peu trop confiante. Ça, c'est une grave erreur, commenta Miss Marple. Tout à fait. Vous et moi, Miss Marple, nous connaissons la vie. Mais cette chère Miss Blacklock... Elle secoua la tête. Miss Marple se dit qu'ayant été la secrétaire d'un richissime homme d'affaires, Miss Blacklock connaissait certainement la vie, elle aussi. Mais sans doute Miss Bunner voulait-elle dire que son amie avait toujours vécu dans l'aisance, et que les gens aisés ne sont jamais vraiment au fait des abîmes de noirceur où se complaît le genre humain. « Ce Patrick !» s'exclama soudain Miss Bunner avec une âpreté qui fit sursauter Miss Marple. « Par 2 fois au moins, à ma connaissance, il lui a soutiré de l'argent. Il fait semblant d'être dans le besoin, criblé de dettes, ce genre de baliverne. Elle est bien trop généreuse. Quand je lui en ai fait la remontrance, elle s'est contentée de me dire « Il est jeune, Dora. Il faut bien que jeunesse se passe. » Elle n'a pas complètement tort, hasarda Miss Marple. De plus, c'est un jeune homme bien séduisant. Trop beau pour être honnête. Il aime beaucoup trop se moquer des autres. Et j'imagine qu'il a des histoires avec des tas de filles. Je ne suis qu'un sujet de plaisanterie pour lui, rien de plus. Il ne se rend pas compte que les gens ont leur sensibilité. Les jeunes ne se préoccupent guère de ces choses-là, dit Miss Marple. Miss Bunner se pencha soudain en avant et prit une attitude de conspiratrice. Vous me promettez de n'en souffler mot à personne, n'est-ce pas, ma chère? Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est mêlé à toute cette histoire horrible. À mon avis, il connaissait ce garçon, ou alors c'est Julia qui le connaissait. Je n'ose pas faire la moindre allusion devant Miss Blacklock. Du moins, je l'ai fait une fois, et elle m'a vertement remise à ma place. Et, bien sûr, c'est très délicat, parce qu'il s'agit de son neveu, ou en tout cas de son cousin. Et si ce jeune Suisse s'est tué, il se peut que l'on tienne Patrick comme moralement responsable, n'est-ce pas? Si c'est lui qui l'a poussé à agir, vous comprenez? J'avoue que je ne sais plus que penser de tout ceci. Tout le monde fait tant d'histoires à cause de cette 2e porte de salon. Voilà encore une chose qui me tracasse.
que l'inspecteur ait dit qu'on en avait graissé les gonds. Parce que, voyez-vous, j'ai vu... » Elle se tut soudain. Miss Marple prit le temps de choisir les mots adéquats. « C'est une situation très difficile pour vous, dit-elle, compatissante. Vous ne voulez naturellement pas que tout cela vienne aux oreilles de la police. »« Exactement, s'écria Dora Bunner. La nuit, je reste éveillée dans mon lit, à me ronger les sangs, parce que l'autre jour, je suis tombée sur Patrick dans le bosquet. Je cherchais un nid, les nœuds nos poules pondent dans les forêts, quand je l'ai vu planté là, avec à la main un petit pinceau et une tasse toute poisseuse. En me voyant, il a sursauté d'un air coupable et a tenté de se justifier. J'étais en train de me demander ce que ces trucs faisaient là. Il faut dire qu'il n'a jamais eu son esprit dans sa poche. Je suis sûre qu'il s'est empressé d'inventer cette excuse quand je l'ai surpris. Et comment aurait-il pu trouver de tels objets dans un massif, à moins de les y chercher en sachant pertinemment qu'ils étaient là ? Bien sûr, je n'ai rien dit du tout. Non, bien sûr. Mais je lui ai lancé un regard, si vous voyez ce que je veux dire. Dora Bunner tendit la main et mordit distraitement dans un gâteau d'un rose saumon éclatant. Et une autre fois, j'ai surpris une conversation des plus bizarres entre Julia et lui. Ils avaient l'air de se disputer. Il disait « Si je pensais que tu étais impliquée dans une histoire pareille », et Julia, qui est toujours très calme, a répondu « Eh bien, petit frère, quelle serait ta réaction ?» À ce moment-là, comble de malchance, j'ai marché sur une lame de parquet qui craque toujours, et ils m'ont vu. J'ai dit d'un ton enjoué « Eh bien, vous vous disputez, tous les deux ?» Et Patrick a dit « Je mettais Julia en garde contre ces histoires de marché noir. » Oh, c'était très astucieux, mais je ne crois pas qu'ils étaient vraiment en train de parler de marché noir. Et, si vous voulez mon avis, Patrick avait bricolé cette lampe dans le salon pour faire en sorte que les lumières s'éteignent, parce que je me souviens très bien que c'était la bergère, et non le berger. Or, figurez-vous que, le lendemain, elle se tut, et son visage s'empourpra. Tournant la tête, Miss Marple découvrit Miss Blacklock debout derrière elle, et qui venait sans doute d'arriver. « Alors, Bunny, on papote devant une tasse de café ?» dit Miss Blacklock, avec une nuance de reproche dans la voix. « Bonjour, Miss Marple. Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Les portes s'ouvrirent avec fracas et Bunch Harmon entra précipitamment. « Bonjour, lança-t-elle. Est-ce que j'arrive trop tard pour boire un café ?»« Non, ma chérie, répondit Miss Marple. Assieds-toi donc. »« Nous devons rentrer, ajouta Miss Blacklock. Tu as fini tes courses, Bunny ?» Elle avait retrouvé son indulgence habituelle, mais on décelait encore dans ses yeux une lueur de réprobation. « Oui, merci, Letty. Je dois juste faire un saut chez le pharmacien en passant pour acheter de l'aspirine et des pansements. » Comme les portes de l'oiseau bleu se refermaient derrière les deux amies, Bunch demanda « De quoi parliez-vous » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle attendit que Bunch ait passé sa commande. « La solidarité familiale est chose sacrée, déclara-t-elle enfin. Rigoureusement sacrée. Te souviens-tu de cette affaire célèbre ? Je ne me rappelle plus laquelle au juste. Quoi qu'il en soit, on disait que le mari avait empoisonné sa femme avec un verre de vin. Et puis, au tribunal, leur fille a affirmé qu'elle avait bu la moitié du verre de sa mère, ce qui réduisait à néant l'accusation portée contre son père. Il paraît, mais ce n'est peut-être qu'une rumeur, qu'elle n'a plus jamais adressé la parole à son père, ni vécu sous le même toit. Bien sûr, un père est une chose, un neveu ou un cousin éloigné autre chose. Mais malgré tout, personne n'a envie qu'un membre de sa famille soit pendu, n'est-ce pas ? Non, approuva Bunch, songeuse. C'est aussi mon avis. Miss Marple se renfonça dans son fauteuil. Les gens sont tous les mêmes. Où qu'ils soient, murmura-t-elle entre ses dents. Et moi, je ressemble à qui ? Eh bien, en fait, chérie, tu ne ressembles à personne. Je ne crois pas que tu me rappelles quelqu'un en particulier, sauf peut-être. Nous y voilà, dit Bunch. Je pensais seulement à une de mes bonnes, chérie. Une bonne ? Je ferais une piètre bonne. Oui, chérie, elle aussi.
Elle ne savait absolument pas servir à table. Elle posait tout de travers, mélangeait les couteaux de cuisine à ceux du service, et sa coiffe. N'oublie pas que c'était il y a longtemps. Sa coiffe était toujours de travers. Bunch redressa machinalement son chapeau. « Et alors ?» demanda-t-elle, impatiente. « Je l'ai gardée, car elle était de compagnie très agréable, et parce qu'elle me faisait rire. J'aimais sa façon de dire les choses franchement. Un beau jour, elle est venue me trouver en me disant « Bien sûr, j'y connais rien, dame, mais Florie, comment qu'elle s'assoit, on dirait une femme mariée. » Et elle avait raison. La pauvre Florie était dans une situation embarrassante. Des œuvres d'un garçon coiffeur apparemment bien sous tout rapport. Heureusement, il était encore temps, j'en ai touché 2 mots à ce jeune homme. Ils ont fait un très beau mariage, et tout s'est bien terminé. C'était une fille sérieuse, Florie, mais elle était du genre à se laisser prendre aux beaux discours. Elle n'a pas commis de meurtre, au moins. Je veux parler de la bonne. Non, bien sûr, dit Miss Marple. Elle a épousé un pasteur baptiste et ils ont eu 5 enfants. Comme moi, dit Bunch, sauf que je n'ai qu'Edward et Suzanne, pour l'instant. Elle réfléchit quelques secondes et ajouta « À qui pensez-vous maintenant, tante Jane ?»« Ah, pas mal de monde, chérie, » répondit la vieille demoiselle, distraite. « Des gens de Sainte-Marie-Mead ?»« Pour la plupart. En fait, je pensais à Miss Ellerton, l'infirmière. Une excellente femme, gentille comme tout. Elle s'occupait d'une vieille dame et semblait beaucoup l'aimer. Et puis, la vieille dame est morte. Elle s'est occupée d'une autre, qui est morte elle aussi. Morphine. Tout a fini par se savoir. C'était fait très gentiment. Et le plus choquant, c'est que cette femme n'avait pas l'impression d'avoir mal agi. Elle a déclaré que, de toute façon, il ne leur restait pas longtemps à vivre, et que l'une d'elles avait un cancer dont elle souffrait énormément. Vous voulez dire qu'elle les a tués par pitié ? Non, pas du tout. Elle lui avait légué leur fortune. Notre infirmière aimait l'argent, vois-tu. Et puis, il y a eu ce jeune homme sur le paquebot, le neveu de Mrs. Pusey, la marchande de journaux. Elle rapportait chez elle des objets volés et lui demandait de les revendre en disant qu'il les avait achetés à l'étranger. Elle s'est laissée abuser, et quand la police est venue et a commencé à poser des questions, il a tenté de lui fracasser le crâne pour qu'elle ne puisse pas le dénoncer. Pas gentil du tout, ce jeune homme, mais très séduisant. Il avait 2 petites amies. L'une d'elles lui coûtait des sommes folles. La plus méchante, je suppose, dit Bunch. En effet, chérie. Et il y a eu aussi Mrs. Cray, la mercière. Elle ne jurait que par son fils. Elle l'avait bien évidemment trop gâté. Il s'est mis à fréquenter des individus louches. Te souviens-tu de Joan Croft, Bunch ? Non, je ne crois pas. Je me disais que tu l'aurais peut-être aperçue en me rendant visite. Elle fumait le cigare ou la pipe en roulant des mécaniques. Un jour, il y a eu un hold-up à la banque, et Joan Croft s'y trouvait, justement. Elle a assommé le malfaiteur et lui a pris son revolver. Elle a reçu les félicitations du tribunal pour son courage. Bunch écoutait attentivement, comme si elle essayait d'apprendre ses paroles par cœur. « Et qui d'autre ?» demanda-t-elle. « Cette fille, à Saint-Jean-des-Collines, un été. Une fille si calme, ou plutôt silencieuse. Tout le monde l'aimait, mais sans la connaître vraiment. On a appris par la suite que son mari était un faussaire. À cause de lui, elle se sentait coupée du reste du monde. Cela a fini par la rendre un peu bizarre. C'est ce qui arrive à force de broyer du noir. Il n'y aurait pas un colonel de l'armée des Indes, dans vos souvenirs ? Bien sûr que si, chérie. Le major Vaughan, des Mélèzes, et le colonel Wright de Simla Lodge. Mais il n'avait rien de suspect. En revanche, je me rappelle monsieur Hodgson, le directeur de la banque, qui est parti en croisière et a épousé une femme assez jeune pour être sa fille. Il ne savait rien d'elle, sauf ce qu'elle avait bien voulu lui dire, évidemment. Et ça n'avait rien à voir avec la vérité ? Non, ma chérie, rigoureusement rien. Pas mal, approuva Bunch en comptant les gens sur ses doigts. Nous avons Dora, la toute dévouée, Patrick, le séducteur, Mrs. Swettenham et Edmund, Philippa Ames, le colonel,
et Mrs. Easterbrook. Et si vous voulez mon avis, vous avez vu juste en ce qui la concerne. Mais elle n'aurait eu aucune raison d'assassiner Letty Blacklock. Sauf si Miss Blacklock savait quelque chose à son sujet qu'elle ne voulait pas qu'on découvre. Oh, voyons, cette vieille histoire de Tanqueray, plus personne ne s'en souvient. Ce n'est pas si sûr. Vois-tu, Bunch, toi, tu n'es pas femme à te soucier de l'opinion d'autrui. Je vois ce que vous voulez dire, répondit soudain Bunch la bouffie. Quand on a été fauché et qu'ensuite, comme un pauvre chat errant, on trouve un foyer, du bon lait, une main caressante, qu'on vous appelle gentil minou et qu'on vous trouve merveilleux, on ferait n'importe quoi pour ne pas perdre tout ça. Eh bien, je dois reconnaître que vous m'avez brossé une galerie de portraits très complète. Tu n'as pas tout bien compris, tu sais, dit doucement Miss Marple. Ah bon? Où me suis-je trompée? Julia? Julia, la belle Julia, est très bizarre? 3 shillings et 6 pence, annonça la serveuse maussade, apparue comme par enchantement. Et j'aimerais savoir, ajouta-t-elle, sa poitrine soulevant un envol d'oiseau bleu, ce que vous me trouvez de si bizarre, Mrs. Harmon. J'avais une tante assez excentrique, c'est vrai, mais personnellement, j'ai toujours été une bonne anglicane, comme l'ancien pasteur Hopkinson pourra vous le confirmer. Je suis désolée, dit Bunch. Je citais seulement les paroles d'une chanson. Je ne parlais absolument pas de vous. J'ignorais que vous vous appeliez Julia. C'est une coïncidence, alors, répondit la jeune femme renfrognée, dont le visage s'éclaircit. Il n'y a pas de mal. Mais en entendant mon nom, j'ai cru... Eh bien, naturellement, quand on a l'impression que quelqu'un est en train de parler de vous, on écoute. C'est humain. Merci. Elle s'éloigna avec son pourboire. Ne prenez pas cet air bouleversé, tante Jane, dit Bunch. Que se passe-t-il? Mais ce n'est pas possible, marmonna Miss Marple. Pas possible. Il n'y a pas de raison. Tante Jane? La vieille dame soupira et lui fit un grand sourire. Ce n'est rien, ma chérie. Vous venez d'avoir l'impression de démasquer le coupable? Qui est-ce? Je n'en sais rien, répondit Miss Marple. L'espace d'un instant, j'ai eu une idée, mais elle s'est envolée. De qui s'agit-il? J'aimerais bien le savoir. Le temps passe si vite, si terriblement vite. Que voulez-vous dire avec ce terriblement vite? Cette vieille femme, là-bas, en Écosse, risque de mourir d'un moment à l'autre. Alors, vous croyez vraiment à l'existence de Pip et Emma? Demanda Bunch en ouvrant de grands yeux. Vous croyez que ce sont eux qui ont fait le coup et qu'ils vont recommencer? Bien sûr qu'ils vont recommencer, répondit distraitement Miss Marple. S'ils ont frappé une fois, ils frapperont de nouveau. Quand on a décidé de tuer quelqu'un, on ne s'arrête pas au premier échec. Surtout quand on est quasiment certain de ne pas attirer les soupçons. Mais si c'est Pip et Emma, je ne vois que 2 personnes possibles. Patrick et Julia, forcément. Ils sont frères et sœurs. Et ce sont les seuls dont l'âge corresponde. C'est loin d'être aussi simple, chérie. Il y a toutes sortes de ramifications et de combinaisons. La femme de Pip, s'il est marié, ou le mari d'Emma. Il y a aussi leur mère. Elle est concernée, même si elle n'hérite pas directement. Si Lottie Blacklock ne l'a pas vue depuis 30 ans, elle serait sans doute incapable de la reconnaître. Toutes les vieilles dames se ressemblent. Souviens-toi de Mrs. Wotherspoon, qui percevait, en plus de sa propre pension de retraite, celle de Mrs. Bartlett, qui était morte depuis des années. D'ailleurs, Miss Blacklock est myope. As-tu remarqué comme elle plisse les yeux en regardant les gens? Et puis, il y a aussi le père. Apparemment, un homme peu recommandable. Oui, mais c'est un étranger. De naissance, mais rien ne porte à croire qu'il a un fort accent et parle avec les mains. Je suppose qu'il pourrait jouer le rôle d'un colonel de l'armée des Indes, aussi bien que n'importe qui. C'est vraiment ça, ce que vous pensez? Non, pas du tout, chérie. Je pense simplement qu'une somme d'argent considérable est en jeu,
Et je sais malheureusement trop bien les horreurs que les gens sont prêts à commettre pour toucher le gros lot. Vous avez sans doute raison, dit Bunch. Mais ça ne leur profite pas, non? Pas au bout du compte. Non, mais ceux-là, en général, ils ne le savent pas. Il faut essayer de se mettre à leur place, aussi, sourit Bunch de son charmant sourire un peu de guingois. On se dit que pour soi, ce sera différent. Même moi, je ressens cela. On se raconte qu'on va faire beaucoup de bien avec tout cet argent. Des projets grandioses, des foyers pour les enfants abandonnés ou les mères épuisées, de merveilleuses vacances à l'étranger pour les vieilles dames qui ont travaillé trop dur. Son visage se referma, ses yeux devinrent sombres et tristes. « Je sais ce que vous pensez, dit-elle à Miss Marple. Vous vous dites que je serai encore pire que les autres, parce que je me ferai des illusions. Quand on veut de l'argent pour des raisons égoïstes, au moins on sait à quoi s'en tenir. Mais si on se met à s'imaginer que c'est pour la bonne cause, on devient capable de se persuader, peut-être, que tuer quelqu'un n'a pas vraiment d'importance. » Et ses yeux s'éclaircirent. « Mais je ne le ferai pas, dit-elle. Je serais incapable de tuer, même si la personne était vieille, ou malade, ou dangereuse. Pas même si c'était un maître chanteur ou le pire des monstres. » Elle récupéra avec soin une mouche qui se débattait dans le marc de café et la posa sur la table pour la faire sécher. « Parce que les gens aiment la vie, n'est-ce pas? Les mouches aussi. Même quand on est vieux et souffrant, et qu'on peut à peine se traîner au soleil, Julian dit que ces personnes-là tiennent encore plus à la vie que les jeunes gens vigoureux. Il dit que la mort leur est plus pénible, qu'ils luttent de toute leur force. Moi aussi, j'aime la vie, pas seulement être heureuse et prendre du bon temps. Je parle du sentiment d'être vivant. Sentir en me réveillant le matin, dans tout mon corps, que j'existe, que je fourmille de vie. » Elle souffla doucement sur la mouche. L'insecte remua les pattes et s'envola, l'air ivre. « Allons, tante Jane, souriez un peu, conclut Bunch. Jamais je ne pourrais tuer quelqu'un.